Bonjour, donc pour commencer cette table ronde, je me permets de vous présenter les trois intervenantes d'aujourd'hui. Donc tout d'abord, Lisa Lindgren, qui est conservatrice en chef au Parlement de Finlande, et ses travaux portent donc notamment sur les collections d'art de cette institution et en particulier ses sculptures. Elle a également travaillé sur la sculptrice finlandaise Sigrid af Forsell et sur l'artiste peintre et critique d'art Helena Westermark, qui ont donc toutes les deux débuté leur carrière artistique dans la deuxième moitié du XIXe siècle et ont passé une grande partie de leur vie à Paris. Ensuite donc, Linda Inners, qui est conservatrice au Musée national de Stockholm, où elle est responsable de la collection de sculptures également. Donc, ses travaux de recherche ont notamment porté sur la décoration intérieure et extérieure des XVIIe et XVIIIe siècles, avec une attention particulière pour les circulations artistiques entre la Suède et la France. Plus récemment, elle s'est intéressée à l'histoire de la sculpture au XIXe siècle. Elle a notamment été commissaire d'une exposition consacrée à Auguste Rodin, qui a été présentée à Stockholm en 2015-2016, et donc qui interrogeait à la fois le processus créatif du sculpteur et également l'influence de son œuvre sur celle de plusieurs artistes scandinaves. Et enfin, Maria Sakkari, qui a longtemps travaillé au musée d'art contemporain Kiasma comme commissaire d'exposition, et qui est depuis décembre 2018 directrice du musée Atheneum de Helsinki, dont les collections retracent en fait l'histoire de l'art finlandais. Donc elle nous a ainsi présenté vendredi l'œuvre de l'artiste peintre finlandaise Ellen Schwersberg, qui a beaucoup voyagé en Europe et notamment en France, à Paris et Pont-Aven, à la fin du 19e. Et une exposition consacrée à 3 de ses séjours artistiques sera justement présentée au musée en novembre prochain, après un passage par Londres cet été. Voilà. Très bonne conférence. Oui, alors, bienvenue aussi de ma part. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose à la présentation de mademoiselle. Donc, Lisa Lindgren, elle est vraiment spécialiste de la sculpture finlandaise de la fin du 18e, 19e jusqu'à nos jours. Et elle est à ce moment la conservatrice en chef au Parlement de Finlande, où elle prend soin des collections du Parlement et aussi de design, ce qui est dedans. Et puis Linda Hinders, elle a étudié à Paris, à l'école du Louvre, et elle a fait son doctorat sur les sculptrices françaises sculpteur. Alors, je pense, d'accord, sculpteur. Moi, j'étais un petit peu étonnée qu'il y ait des sculptrices françaises qui ont pu travailler pour le château de Stockholm à la fin du XVIIe siècle. Donc, elle est vraiment spécialiste aussi bien de la sculpture française que celle des Suédois. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est bien les sculptrices suédoises et finlandaises. Et on connaît peut-être mieux les peintures femmes finlandaises et suédoises que les sculptrices. Donc c'est quelque chose de tout à fait nouveau que vous allez probablement entendre ici. Et c'est pour ça qu'on a décidé que toutes les deux vont d'abord avoir des présentations présentant les sculptrices finlandaises et suédoises. Donc je donne la parole à Linda d'abord. Merci Maria. Et je tiens aussi à remercier tout le festival pour cette invitation et les organisateurs pour le chaleureux accueil, ces journées fantastiques qu'on a vécues. Et je voudrais donc commencer avec une présentation générale à propos des sculptrices suédoises, et puis Lisa a continué avec une présentation pour les finlandaises. Mais en fait, ceci est un projet qu'on gère en ce moment ensemble entre le Musée national de Stockholm, Atheneum, et aussi la Norvège avec National Museet, qui traitera justement donc des femmes sculpteurs actives à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, et qui ont été donc d'origine scandinave, et d'essayer de voir les points communs, mais aussi les différences entre les pays. Parce que c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, c'est un vrai phénomène pratiquement des femmes sculpteurs. Et la plus connue est bien sûr peut-être Camille Claudel, mais il y en avait en fait un grand nombre des femmes sculpteurs, et notamment donc des Scandinaves. Bon.
il est maintenant bien établi que tout au long du XIXe siècle, les femmes artistes gagnent du terrain dans le monde artistique occidental. Et ceci fut le cas aussi en Suède. Et à l'instar de leurs collègues, en revanche, il est moins connu qu'une grande partie de ces femmes étaient des sculptrices. Et bien que leurs œuvres ont été très populaires et souvent reproduites, leurs noms ont souvent été oubliés aujourd'hui. À l'instar de leurs collègues femmes peintres, ces sculptrices voyagent aussi en France, surtout à Paris, pour perfectionner leurs études. À Paris, elles rencontrent un langage artistique plus libre et plus moderne, et elle avait la possibilité d'exposer au salon, qui était ouvert aux femmes depuis la Révolution française. Mais plusieurs restent aussi toute leur vie à Paris. Et c'est quelque chose qu'a montré, par exemple, Vibeke Röstorp, ici présent, qui a écrit sa formidable thèse en français, le thèse de doctorat, Le mythe du retour, les artistes scandinaves en France des années 80 jusqu'à 1908. Et parmi ces artistes, donc, on dénombre environ un tiers des femmes artistes, et parmi celles-ci, donc, plusieurs sculpteurs. Il y a aussi, il faut mentionner un historien d'art suédois, Irja Bergström, qui elle comptait environ 70 femmes sculpteurs suédoises nées entre 1850 et 1900. Et parmi celles-ci, une vingtaine furent des professionnels, c'est-à-dire qu'elles ont reçu une éducation artistique à l'académie ou dans les écoles privées. Elles sont exposées et aussi elles ont ces œuvres ont été acquises par des musées, même si cela va durer un peu et on va peut-être en parler tout à l'heure. Et vous voyez ici une liste des noms, c'est une partie des noms, bien sûr. Il y en a bien plus. Et à côté, là, vous pouvez voir cette liste, on va essayer de l'établir de plus profondément encore. Et aussi, on rajoute des noms au fur et à mesure, puisqu'on en trouve pratiquement tout le temps si on commence à vraiment chercher. Et donc, en Suède, ces femmes ont été acceptées à l'Académie des Beaux-Arts à partir de 1864, c'est-à-dire 30 ans avant la France. C'est un des premiers pays de l'Europe de vraiment pouvoir accueillir les femmes. Mais les classes des femmes étaient donc bien sûr séparées de celles des hommes, et même si plusieurs de ces femmes artistes étaient acceptées à l'Académie de Stockholm, peut-être elles ne continuent pas jusqu'aux dernières classes supérieures où on a pu proposer des cours de dessin d'après le modèle vivant, ce qui est vraiment le noyau dans l'éducation artistique. Et c'est pour cette raison d'ailleurs aussi qu'il faut vraiment absolument partir à Paris pour pouvoir étudier dans les académies privées qui permet aux femmes aussi d'étudier le modèle vivant. Mais avant de rentrer à l'académie, certains et plusieurs entre elles étaient d'abord élèves dans l'école préparatoire, l'école technique, qui accepte des femmes déjà à partir des années 50. L'école technique donc, visait à enseigner surtout l'artisanat et les aspects techniques pour préparer les élèves à un métier dans ce domaine. Mais il fallait absolument que ces femmes aient la possibilité d'après de pouvoir suivre les cours, d'être acceptées à l'académie pour avoir le prix des médailles et des prix pour pouvoir partir à Paris et permettre donc des études à l'étranger. Et à Paris, ces femmes
ont eu la possibilité de poursuivre leurs études dans les académies privées, donc avec un enseignement artistique moins traditionnel. Et pendant les années 80-90, elles se tournent vers les académies Colarossi, l'Académie Julian. Et là aussi, les classes des femmes étaient séparées de celles des hommes. Mais les femmes ont cependant eu l'accès donc à l'étude de modèles nus. Et à partir de 1882, une exposition ouverte uniquement aux femmes, la première de son genre, était organisée par l'Union des femmes peintres sculpteurs, fondée par Madame Léon Berthaud, et beaucoup des Suédoises et des Scandinaves exposent à ce salon, mais aussi donc au salon traditionnel, salon des artistes français, et à partir des années 1890, au salon de la Société nationale des beaux-arts, au Champ de Mars. Et je voudrais donc donner quelques exemples des femmes sculpteurs entre ces Suédoises. Une des premières femmes à partir à Paris, c'était Ida Eriksson. Elle était l'élève à l'Académie à Stockholm depuis 1872. Elle reçoit en 1981 une bourse pour aller en France. Cependant, cette bourse a été supprimée parce qu'elle a eu un enfant illégitime avec un acteur 23 ans plus âgé qu'elle. Et donc, pour cette raison, elle n'était pas permis de partir à Paris. Toutefois, elle a eu une aide financière par la famille Bonnière, l'artiste Eva Bonnière, qui était donc son amie et aussi peintre, et aussi, qui a aussi séjourné à Paris dans les années 80. Et grâce à l'aide de la famille Bonnière, Ida a quand même pu partir à Paris. Et Ida Eriksson, elle débute au Salon des artistes français donc en 1888. Et elle était l'élève de Falguière parce que le sculpteur Falguière a l'aidé à corriger son œuvre qui était Le Poussin. Et en 1891, elle s'est mariée avec un Français, William Mollard. Et ce couple ont été connus surtout par leur salon qui se tenait à 6 rue Vercingétorix. Et ce cercle culturel des Scandinaves, ces salons donc accueillit un cercle des artistes scandinaves, parmi d'autres Strindberg, Zorn, Munch, Grieg, et aussi les amis sculpteurs, Per Hasselberg, Christian Eriksson, et d'autres aussi artistes féminins, Agnès de Frumery, dont je vais parler. Et à la même adresse habitait aussi Paul Gauguin. Donc, il y avait aussi des Français comme Debussy, Ravel et Satie. Donc, un très important lieu culturel qui était donc géré par ce couple, William Mollard et Ida Eriksson Mollard. Mais par contre, de ces œuvres, nous n'avons rien parce que elle a cessé son activité de sculpter en 1900, après la mort de son mari. Et en 1936, ces œuvres, donc conservées à l'atelier, sont détruites. Mais on les connaît à partir des photographies. Mais donc un milieu très important pour la culture et les arts. Et c'est là aussi, donc, comme vous pouvez comprendre, que Ida et ses compatriotes ont pu avoir aussi connaissance de aussi les dernières tendances dans la sculpture, qui était bien sûr Auguste Rodin. Et on ne peut pas vraiment dire qu'aucun entre elles ont été vraiment des élèves d'Auguste Rodin. Mais ils ont bien sûr eu connaissance de Rodin et ils ont reçu aussi des conseils de Rodin. Et à propos de Rodin, Ida Eriksson, elle dit déjà en 1888 que, je cite, « Rodin est peut-être le seul précurseur dans la sculpture, mais on ne le verra jamais au salon, mais de temps à autre à rue de Sèze. Il est un grand esprit qui est fatigué de parcourir la beauté. Et il essaye de justifier la laideur dans l'art. Mais il bascule, comme il le faisait exprès,
et par dégoût du beau éternel. Il aurait dit lui-même, j'ai assez donné à la beauté et aux belles lignes. Et il prouve que le contenu et le caractère peuvent se plaire dans les formes, et de l'un à l'autre, que c'est le principal. Et par cela, il ouvre des chemins, il donne la liberté. Donc, elle est vraiment consciente de l'art de Rodin, et c'est très tôt d'ailleurs, déjà dans les années 80, parmi l'influence des Scandinaves. Une autre sculptrice, Carolina Benedix, elle est active aussi elle compte parmi les premières boursières de l'Académie de Stockholm. Elle est aussi donc à Paris dans les années 80. Elle aussi est issue d'une famille aisée, une famille bourgeoise, et elle a eu la possibilité de suivre un enseignement artistique. Après les études à l'Académie de Stockholm, elle arrive à Paris en 1886. Et c'est là que Carolina Benedix étudie aux côtés du sculpteur Falguière. Donc c'est surtout Falguière est un personnage très important pour les Suédois. Et parmi d'autres noms, on peut aussi mentionner Henri Chaput, Antonin Mercier, Inge Albert et Denis Puech. Mais Falguière visite finalement l'atelier de Carolina Benedix Bruce utilise, et il lui donne des conseils. Et il a même démontré ici dans cette aquarelle qui se trouve en ce moment en exposition en Suède sur Grès-sur-Loing à Valdemarsudde, une très belle exposition qui souligne aussi l'activité de Carolina Benedix Bruce. Et elle étudie aussi à l'Académie de Colarossi, mais elle se forme aussi à la gravure, qui est aussi un point commun entre ces femmes, qu'elle vise surtout vers l'art décoratif, qui donne accès à un plus grand marché. Et au salon aussi, elle reçut une mention honorable pour le baigneur, et une autre mention l'année suivante pour séance finie, aussi appelée donc le bailleur. Et Carolina Benedix, elle se marie donc avec le peintre William Blair Bruce, et qui le dépicte aussi. On les voit ici, le couple, et les dépicte ensemble dans la sculpture, mais lui aussi, il a peint en tant que vraiment femme sculpteur. Et d'ailleurs, cette grande peinture est appelée femme sculpteur. C'est vraiment une façon de souligner donc la profession de sa femme. Ida Matton, une autre sculptrice, donc née un peu plus tard en 1863. Les sculptrices nées dans les années 60-70 sont encore plus nombreuses. Elle aussi issue d'une famille commerçante, une famille de bonne économie. Elle fait des études préparatoires à l'école technique, mais elle ne rentre jamais à l'Académie de Stockholm. Et par conséquent, donc, elle n'a pas eu de bourse ou d'aide financière, mais elle reçoit une autre bourse de commerce. Elle peut partir à Paris. Elle arrive en 1887. Elle étudie à l'Académie Julian et pendant 3 ans, elle est l'élève de Henri Chaput. Et selon les catalogues des salons parisiens, elle suit également l'enseignement d'Antoine Mercier et de Inge Albert et de Frémier, et surtout celui de Denis Puech aussi, et dès son arrivée, elle écrit à son frère en Suède que le travail est en route et celui qui se plaît de plus, c'est moi. Chaque fois que je pense à l'école technique à Stockholm, ça m'ennuie. Donc ça montre vraiment que c'est à Paris, il y a autre chose que cette école traditionnelle académique de Stockholm. Et les œuvres de Matton de cette période révèlent un grand naturalisme. Et elle aussi, elle était très engagée dans l'Union des femmes peintres et sculpteurs, fondée donc en 82. Et elle expose au salon de cette union à partir des années 91. Et elle reste presque toute sa vie à Paris. Oui, et
Et on peut aussi mentionner à propos d'Ida Matton qu'elle vit longtemps dans un couple. On ne sait pas vraiment, mais une chose commune entre ces femmes, c'est aussi qu'elles sont souvent liées à une grande amitié féminin. Et souvent, il y a aussi des exemples qu'elles vivent ensemble toute leur vie. Ida Matton, par exemple, elle vit avec une chanteuse anglo-saxonne, Elida Russell. Et elle continue donc son travail professionnel. Elle a eu des mentions honorables à l'exposition universelle de 1900. Et elle réalise elle-même des fonds chez Rudier, mais elle a du mal à obtenir en Suède une reconnaissance officielle. Elle essaye en vain de vendre sa sculpture Supplice de Luc, exposée à la première fois au salon à Paris, et puis elle le fait en marbre, mais l'institution officielle de Stockholm ne veut pas accepter cette œuvre, ce qui est aussi assez courant dans ce cas, qu'elle ne rentre vraiment pas dans le monde institutionnel, qui est plutôt masculin toujours, même si elles ont une grande carrière et sont très productives. Agnès de Frumerie, il faut aussi mentionner, elle a aussi été étudiée par Vibeke Röstorp plus profondément. Elle était éduquée par sa mère à Stockholm, et sa mère était indépendante, divorcée d'ailleurs du père. Et Agnès, elle suit des cours de l'école technique aussi, et puis à l'âge de 18 ans, elle est reçue à l'académie. Et elle passe un an à Berlin dans les années 90, et en 92, elle obtient enfin une bourse pour aller 4 ans à Paris, où elle vient de s'installer avec sa mère dans le quartier artistique de Boulevard Arago à Montparnasse. Montparnasse, c'est toujours dans ces lieux que sont ces Scandinaves, ces artistes scandinaves. Et en 1893, elle se marie avec un Suédois, Gustave de Frumerie, dans les lettres destinées à l'Académie de Stockholm, traduites en français par Vibeke Röstorp, Agnès de Frumerie explique tout ce qu'elle fait à Paris. Elle décrit qu'elle visite les musées, elle expose au salon. Elle a eu une mention honorable du salon en 93. Elle passe aussi quelque temps en Italie. Et elle expose aussi au salon, tous les salons disponibles. Et pendant longtemps aussi, on a cru qu'Agnès de Frumerie, elle était l'élève de Rodin. Mais elle n'était pas vraiment, mais elle a reçu le conseil de Rodin. Et elle aussi fut un des premiers de vraiment apprécier l'art de Rodin. Elle a appelé Rodin, elle le décrit comme le Michelangelo de notre temps, sans peur, avec la même grandeur, avec la même aversion contre les règlements, etc. Et l'influence de Rodin est bien visible aussi dans les œuvres de Agnès de Frumerie. Dans son portrait de Strindberg, par exemple, avec le socle ornemental et aussi la volonté de vraiment capturer quelque chose de la vie intérieure de l'écrivain, mais aussi surtout dans ce relief qui est appelé, qui s'appelle la source d'or, mais aussi fait allusion donc cette quête en vain pour l'homme, pour l'humanité, un thème et une forme qui est très proche, bien sûr, aux portes de l'enfer. Mais surtout aussi, elle collabore avec le céramiste Edmond Lachenal, et ils font ensemble ces petites figures en céramique. Elle rencontre un grand succès critique, et c'est un style aussi très proche de Camille Claudel. Et Camille Claudel même accuse Agnès de Frumerie de l'avoir imité, de l'avoir plagié. Et est-ce que ces deux femmes se sont rencontrées? Bon, Vibeke Röstorp, elle a étudié, selon son résultat, on n'est pas sûr qu'elles se sont rencontrées, mais elles se connaissaient forcément parce qu'elles ont fréquenté les mêmes milieux. Et, voilà.
Une autre sculpteur qui aussi développe l'art de la statuette, les statuettes, les statuettes en petit format, est Ruth Milles. Ruth Milles est son frère Carl Milles est beaucoup plus connu qu'elle, mais Ruth Milles, elle a suivi son frère Carl Milles à Paris. Et elle arrive en 1999 et avec son frère, ils créent ensemble une entreprise qui s'appelle la Société des artistes réalistes. Et le frère et la sœur et donc développent et vendent leurs propres statuettes dans ce style aussi naturel, réaliste, évoquant la vie de tout le jour. Et ces sculptures donc sont aussi proches de celles de Camille Claudel. Il faut aussi mentionner un autre, Alice Nudin. En fait, c'était deux sœurs, Alice Nudin et Hjørdis Nudin, qui ont tous deux étudié à Paris. Et Alice Nudin, elle a un grand succès. Elle s'installe aussi dans les années 90, suit les cours à l'Académie Colarossi auprès du sculpteur Ange Albert. Elle voyage et travaille dans des différents pays et gagne une grande popularité en Suède aussi. Et elle, en fait, elle est la première femme sculpteur d'avoir une exposition indépendante organisée en 1911 dont les journaux rapportent et elle a un grand succès. Pourtant, elle se vise surtout aussi, comme on a vu dans les exemples précédents, dans les arts décoratifs, où elle développe un style symboliste, art nouveau, et aussi qui mène aussi à un marché plus large, en quelque sorte. Mais donc c'est peut-être surtout avec la génération suivante qu'on peut vraiment suivre les tendances nouvelles dans la sculpture et que ces tendances sont plus visibles, hein, puisque la première génération suit quand même un style qui peut leur permettre d'exposer au salon et qui sont plutôt de juste milieu, alors que la génération suivante ont plus assimilé les nouvelles tendances. Et c'était surtout parmi Antoine Bourdelle, où plusieurs d'entre elles étaient élèves. Et en fait, un sociologue basé à Paris, Stojan Zgorev, il a récemment montré que parmi les élèves de Bourdelle, parmi les élèves de Bourdelle, la plus grande partie des élèves féminins étaient des sculptrices suédoises. C'est très intéressant ce résultat. Et une entre elles, par exemple, est Elsa Dansson Våghals. C'est un de ces sculpteurs suédoises qui ont été oubliés, plus ou moins, mais qui commencent donc à être soulignés. Elle a une exposition en ce moment en Suède, en fait. Elle donc, était aussi l'élève de Bourdelle et elle développe un style beaucoup plus... Elle part d'un naturalisme et développe un style vers le primitivisme et des formes simplifiées. Une autre qu'il faut mentionner, parmi ces femmes, c'est Sigrid Fridman. Elle était l'élève à l'Académie de la Grande Chaumière en 1912, donc chez Bourdelle, et les années suivantes. Et elle a été notée dans les registres comme un grand talent. Elle est notée donc dans les registres de l'Académie de la Grande Chaumière. Et en Suède aussi, elle réalise plusieurs monuments. Mais ces monuments ne sont pas forcément appréciés par la critique. Et dans l'exemple de la Centaure, ici, qui est visible toujours à Stockholm, quand l'œuvre a été inaugurée dans les années 30, la critique dans la presse a dit qu'il manque vraiment une main masculine
pour traiter une œuvre comme ça, et c'est peut-être quelque chose qu'on pourra discuter tout à l'heure. Je pense que je vais m'arrêter et laisser la parole à Lisa. Merci. Moi aussi, je vais commencer tout d'abord par remercier INHA pour l'invitation à ce festival de l'histoire de l'art. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici. Moi, peut-être je vais aussi dire quelques mots sur la formation artistique en Finlande et puis présenter 6 sculptrices finlandaises. En Finlande, on a les femmes sculpteurs finlandaises étaient considérablement moins nombreuses qu'en Suède, mais j'ai choisi les 6 à vous présenter. Mais en Finlande, les écoles de dessin de la Société des Beaux-Arts jouaient un rôle important dans l'apprentissage des artistes. Bien sûr que l'enseignement était essentiellement fondé sur la pratique du dessin et permettait aux jeunes gens d'acquérir les bases de la formation artistique. Et les cours de dessin étaient... Pourtant, il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient, mais les cours de dessin étaient considérés comme de passe-temps artistique pour les jeunes filles, ainsi comme l'éducation musicale, par exemple. Pour celles qui quand même avaient une vocation artistique, une possibilité de continuer les études en Finlande était l'enseignement artistique privé. Et parmi les sculpteurs qui ont enseigné les femmes, on retrouve souvent par exemple Karl-Lennart Sjöstrand, un sculpteur d'origine suédoise, Walter Runeberg, Robert Stigel et d'autres. Mais le parcours traditionnel des artistes passés par ces écoles de dessin de la Société de Beaux-Arts à Helsinki et à Turku en Finlande afin de poursuivre leurs études artistiques à l'étranger. Les femmes sculpteurs finlandaises de la première génération fin des années 1860 et les années 1870 poursuivaient leur formation à Stockholm, à Copenhague et à Rome. Copenhague était bien sûr le centre de la sculpture des pays nordiques encore en ce temps-là. Et pourtant, l'accès aux formations artistiques n'était pas toujours très facile pour les jeunes filles. Les femmes n'étaient pas admises à l'Académie des Beaux-Arts à Copenhague. Là, parmi les enseignants, on retrouve Jens Adolf Jericho, August Saabye, Wilhelm Bissen, par exemple. Mais au tournant des années 1880, les femmes se tournaient vers Paris et où les offres de formation artistique étaient beaucoup plus nombreuses. Elles ont pu effectuer leur formation à Paris suite à l'obtention d'une bourse de l'État, ou de Sénat, on disait chez nous, et notamment les femmes peintres y étaient nombreuses déjà dès les années 1880. Mais il y en avait aussi déjà aux années 80 les premières femmes sculpteurs finlandaises. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est dans les ateliers des artistes où les jeunes sculpteurs ont eu la possibilité d'apprendre le côté pragmatique de la sculpture, les techniques, les matériaux, le travail manuel, comme le moulage en plâtre, le traitement de la taille de marbre, etc., etc. Et pour les Finlandaises, à Paris, c'était pour Sigrid Fossel et Hilda Flodin chez Rodin. Mais bon, et puis je vais vous présenter tout d'abord Alina Forsman, qui est considérée comme la première femme sculpteur de Finlande ayant reçu une formation académique dans la sculpture. En 1869, elle commença ses études à Stockholm, à l'école préparatoire Tekniska skolan, sous la direction du sculpteur Fritiof Kjellberg. Elle a débuté dans le salon de la Société des Beaux-Arts à Helsinki en 1873. Et la même année,
elle est partie comme première femme sculpteur finlandaise de son temps à étudier à Rome comme apprentie dans l'atelier de Walter Runeberg, sculpteur finlandais. En ce temps-là, le Rome était la destination, encore la destination la plus populaire des sculpteurs des pays nordiques. Mais puis, en 1875, elle a continué sa formation à Copenhague dans les ateliers d'abord de sculpteur Jens Adolf Jericho et puis August Saabye. Elle gagnait sa vie quelques années plus tard. Elle est partie pour la Norvège, à Bergen, et puis à Berlin et à Weimar, où elle gagnait sa vie en faisant des portraits et en concevant des figurines pour la manufacture de porcelaine Ilmenau. Les contacts avec la Finlande sont devenus de moins en moins fréquents et se sont rompus déjà au début des années 1880. Quelques-unes de ses œuvres ont quand même abouti au musée finlandais, mais autrement, on peut dire qu'elle est restée presque méconnue dans son pays natal. Et elle est décédée à Berlin en 1899. Et Evelina Särkilä fait partie de la même première génération des femmes sculpteurs que Forsman. Après avoir commencé ses études dans l'école des beaux-arts de Turku, où son maître, Robert Wilhelm Ekman, un peintre finlandais, l'a encouragé à s'orienter vers la sculpture. Särkilä a poursuivi ses études à Copenhague sous la direction du sculpteur Wilhelm Bissen et puis un peu plus tard August Saabye. Lors de son début au palais dans une exposition au palais de Charlottenborg en 1877, elle mérita l'attention du critique danois pour la plus belle sculpture de l'exposition de l'Académie. Comme Forsman, elle aussi voulait voyager à Rome, mais elle n'a pas réussi à atteindre son but. Elle a dû retourner en Finlande de Berlin. La bourse qu'elle a été accordée était tout à fait trop petite pour continuer le voyage. Elle faisait constamment face à de grandes difficultés économiques et elle a essayé de gagner sa vie en donnant des cours de dessin ainsi que comme portraitiste et même photographe ambulante en Finlande. Peu à peu, elle abandonna la sculpture et elle est devenue artisan couturière pour le reste de sa vie. L'œuvre de Särkilä comprend quand même des bustes et des sujets littéraires. Et au début des années 1880, elle s'intéressait aux motifs de la mythologie finno-ougrienne de l'épopée Kalevala, ce qui fut vraiment rare parmi les artistes femmes finlandaises et spécialement les sculpteurs. Et à quelques rares exceptions près, ces œuvres ont disparu ou ont été détruites. On les connaît, la plupart, on les connaît par des photographies. Sigrid Afoselles a commencé ses études à l'âge de 16 ans dans l'école de la Société des Beaux-Arts à Helsinki. Comme les artistes de sa génération, Afoselles est partie pour Paris en automne 1880 où elle s'entraînait à dessiner le modèle vivant à l'Académie Julian. Et puis, aux côtés de Camille Claudel, Jesse Lipscomb et un peu plus tard Madeleine Jouvray, elle effectua sa formation comme sculpteur sous la direction d'Alfred Boucher et d'Auguste Rodin. En 1884, Afoselles débuta au Salon de la Société des artistes français. Après avoir travaillé comme assistante dans l'exécution des bourgeois de Calais, elle a renoncé d'assister au projet de la Porte de l'Enfer et elle est partie en Florence. C'était en 1887. Inspirée par la sculpture de la Renaissance florentine, elle travaillait sur une série de bas-reliefs représentant l'évolution de l'âme humaine. On le voit ici.
De retour à Paris en hiver 1892, elle continuait à élaborer sa série monumentale. Elle a exposé au Salon de Champ de Mars au début des années 1900. En 1901, elle a été invitée associée de la Société nationale des artistes français comme première femme artiste finlandaise. La première partie de la série, la lutte que vous voyez ici dans cette image, a été acquise dans la collection Antel en Finlande. Le sujet de la lutte porte sur les légendes d'Edda. C'est le Ragnarök, c'est-à-dire le combat apocalyptique, la destruction des dieux païens, après laquelle le monde renaît et la vie continue en paix. Mais le reste de la série a été placé dans une église à Helsinki conçue par l'architecte Lars Sonck. Vous voyez le balcon un petit peu ici. Et où deux parties, les deux parties sont dans l'entrée. Les deux premières sont dans l'entrée de l'église. Et au tournant du siècle, elle s'est mise à faire de la céramique que vous voyez aussi, vous le voyez, c'était ici dans la première. Ça, c'est peut-être une de ses plus belles urnes qu'elle a fait au tournant du siècle. Mais en 1911, elle a déménagé définitivement à Florence, où elle possédait jusqu'à la guerre mondiale un grand atelier et une villa. Elle n'est jamais revenue en Finlande et elle a décédé à Florence en 1935. Hilda Flodin a aussi commencé ses études à l'âge de 16 ans en 1893 dans l'école de la Société des Beaux-Arts à Helsinki et elle a poursuivi ses études à Paris à l'Académie Colarossi sous la direction de Jean-Antoine Injalbert. Dès le début de sa formation, elle étudiait à peindre, à modeler et à faire de la graphique. Et au tournant du siècle, Flodin a réalisé ses masques et grotesques en stéatite de la façade de l'édifice de la compagnie d'assurance de Pohjola à Helsinki. L'édifice est conçu par les architectes Herman Geselius, Armas Lindgren et Eliel Saarinen, des architectes très connus finlandais. Rodin a impressionné vigoureusement Flodin et son influence est visible déjà dans le penseur modelé en 1900. 3 ans plus tard, elle a suivi ses études sous la direction de Rodin. Flodin est devenue assistante de son maître ainsi que son proche ami, sa proche amie, le peintre anglaise Gwen John, que l'on peut retrouver dans la sculpture le gymnaste que vous voyez ici. Après le retour en Finlande, en automne 1906, sa carrière comme sculpteur s'est éteinte peu à peu, bien qu'elle eût reçu un 3e prix dans le concours pour un monument en hommage du philosophe Johan Wilhelm Snellman en 1913. Flodin fut également pionnière de l'art graphique en Finlande, mais à cause de sa vue affaiblie, elle l'abandonna, mais continua tout de même à peindre. Une partie considérable de son œuvre sculpturale semble avoir disparu, mais une collection intéressante des études d'atelier et de ses plâtres vient d'être découverte récemment. Puis il y a Gerda Kvist. Elle fut la seule sculptrice, en Finlande à se consacrer à l'art de la médaille, notamment de la médaille coulée, dont elle fut aussi une des plus célèbres de son pays.
Le sculpteur Carl Enéas Sjöstrand, qui était ami du père de Gerda, il était conseiller de l'État et professeur, mais Sjöstrand a encouragé la fille a commencé ses études à l'école de la Société des Beaux-Arts, où le sculpteur Victor Malmberg était professeur de la sculpture. En 1908, Kvist a suivi les cours de Erik Lindberg, médailleur suédois à Stockholm. De retour à Helsinki, elle a continué comme apprentie chez Felix Nylund et elle débuta le même année au Salon de la Société des Beaux-Arts à Helsinki. Le retour de la médaille coulée se rattache au mouvement de la sculpture au début des mouvements modernes de la sculpture du début du XXe siècle. Kvist a aussi suivi les idéaux de modeler la médaille dans la dimension définitive et ne pas faire une plâtre à environ 2 ou 3 fois le diamètre et puis que l'on aurait été par le tour réduit dans la dimension définitive. À partir des années 1910, ces médailles étaient exposées dans les pays nordiques et dans les années 1920 au continent et aux États-Unis. L'œuvre de Gerda Kvist fait partie du néoclassicisme nordique des années 1920, influencé par Art déco. Son œuvre est constituée de plus de 150 médailles coulées et frappées, de portraits en médaillons et de plaquettes qui ornent des monuments funéraires et commémoratifs. On peut dire qu'elle était vraiment une pré-professionnelle dans l'art de la médaille. Eva Julden a commencé ses études à l'école de dessin à Viborg en 1900. Elle les a poursuivies à l'école de la Société des Beaux-Arts comme apprentie de Victor Malmberg et puis à l'Institut des Arts décoratifs à Helsinki. Au tournant des années 1910, elle a abordé la sculpture. Sculpture architecturale et elle a réalisé les 4 ours et les 2 grandes figures féminines de la façade de la gare de Viipuri conçue par l'architecte Hermann Geselius. En 1911, elle étudia la sculpture et la céramique à l'Institut de musée des arts décoratifs de Berlin. Son exposition au Salon Liberty en 1913 à Helsinki fut bien reçue par la critique, quoique ces sculptures en faïence étaient considérées comme art décoratif. De 1919 à 1924, Julden a perfectionné sa formation à l'Académie de la Grande Chaumière sous la direction d'Antoine Bourdelle. Elle exposa au Salon d'automne et au Salon des indépendants, par exemple, un grand relief représentant Isadora Duncan dansant. Il était bien un petit peu comme son maître, et ainsi que des tout petits camées. Dans les années 1910, Julden s'était spécialisé dans les camées sur coquillage et les camées lui ont permis d'acquérir une renommée dans les pays nordiques. Mais pour gagner sa vie, elle a dû se concentrer aussi dans la production d'orfèvrerie, de verrerie et des objets décoratifs. Bien. Merci. Merci Linda et Lisa, et je dois vous remercier d'avoir fait ce genre de recherche parce que ce sont des femmes formidables que vous avez montrées et qui ont fait vraiment des carrières incroyables qu'on ne connaît pas du tout presque.
Je pense qu'il y a pas mal de similitudes, mais aussi des différences entre ces femmes, entre la Suède et la Finlande. Et je pense que c'est peut-être aussi à cause de notre histoire un petit peu différente. À l'époque, la Finlande était la grande-duché autonome de la Russie, et puis la Suède était bien sûr un royaume assez riche avec l'aristocratie, et puis peut-être des familles très, très riches, etc. Mais je voudrais, la première question concerne le financement des études de ces dames, parce que j'ai l'impression que leur famille était assez aisée, mais quand même de pouvoir avoir une carrière dans la sculpture, c'est pas facile, parce que déjà d'avoir un atelier, puis avoir les matériaux pour faire de la sculpture, c'est quand même assez coûteux. Alors je voudrais bien avoir quelques... si vous pouvez répondre. Oui, il faut dire que il y a pratiquement toutes ces femmes ont sont issues des familles aisées, et il y a peu d'exemples du contraire. Mais si on regarde par exemple les grands sculpteurs de l'époque suédoise, Carl Eld, Carl Milles, il vient de notre... et Christian Eriksson, des issues très simples, des familles des pauvres familles. Et quand même, et eux aussi, ils ont fait une carrière hors de l'académie. Tandis que ces femmes, elles étaient dépendantes de l'académie, de l'acceptance à l'académie pour pouvoir donc continuer dans leur travail. Et c'était que ces femmes des familles de la bourgeoisie qui avaient la possibilité de faire ça. Et aussi, ces professions, à la fin du 19e siècle, semblaient être acceptables pour une femme aussi, les professions artistiques, même que la sculpture, et surtout, je dirais, la sculpture monumentale et tout ça était plus lié toujours avec un travail physique moins. Donc, elles sont entrées dans l'académie, mais ils ont peut-être eu une difficulté de vraiment continuer en tant que sculpteur. Et pour la question d'argent, oui, c'est tout le temps une question de pouvoir, surtout à Paris, louer un atelier et avoir de l'argent. Et même si elles étaient issues des familles aisées, il y avait constamment un souci de l'argent dont les lettres parlent beaucoup. En Finlande, c'est peut-être un petit peu différent, même si la plupart des étudiantes de l'art, des sculptrices, venaient des familles assez aisées. Par exemple, puisque les familles les filles issues d'un milieu bourgeois ou même aristocrate avaient quand même la possibilité, les moyens financiers d'avoir une formation artistique ou disons de voler de ses propres ailes. Par exemple, le père, disons Aline Forsman, la première, la famille n'était pas riche, mais avait quand même des moyens de financer sa formation. Et quant à Sigrida Forselles, Hilda Flodin, Gerda Kvist, tous les trois venaient de la capitale, c'est-à-dire de Helsinki, des familles svécophones, aisées, cultivées, éduquées, et leurs familles pouvaient facilement soutenir la vocation artistique de ces filles. Eva Julden, elle venait d'une famille qui habitait à Viborg, et son père avait étudié un petit peu la sculpture, quoique il a choisi un métier bourgeois, mais elle a grandi dans un milieu d'architectes, d'artistes, d'artisans, qui l'a conduit probablement à débuter une formation artistique, mais ce n'était pas une famille riche, et elle aussi, elle devait gagner sa vie en faisant des objets, des objets d'art ou décoratifs. Je dirais que la seule
c'était Evelina Särkelä, qui était issue d'une famille modeste, dont le père était horloger et petit entrepreneur, loin de Turku, loin de Helsinki. Mais elle a quand même eu accès à une formation adéquate quand la famille a déménagé à Turku. Mais comme son père probablement craignait, sa carrière fut rompue très tôt dans de grandes difficultés économiques. Mais autrement, si on parle comment les artistes pouvaient étudier, c'était des bourses de l'école des beaux-arts, puisque à l'école des beaux-arts à Helsinki, à Turku, on encourageait les étudiants, tous les deux, les hommes et femmes, et on accordait des prix, des petits bourses. Et beaucoup de femmes ont reçu ces bourses. Et puis, il y avait bien sûr les prix de la Société des Beaux-Arts en partant de 1858. C'était un concours annuel où on donnait des petits prix. Et puis, depuis 1873, on accordait des bourses de Sénat pour que les étudiants et les étudiantes puissent poursuivre leurs études à l'étranger. Mais les bourses pour les femmes étaient beaucoup plus petits que pour les hommes. Et les coûts d'études, par exemple, dans les académies privées, étaient beaucoup plus hauts pour les femmes que pour les hommes. Oui. Mais bien sûr, l'encouragement et puis les recommandations des enseignants et des professeurs étaient toujours très, très importants pour recevoir les bourses. Oui, donc il me semble que vraiment le choix de devenir un artiste, soit un peintre ou un sculpteur, c'était quand même beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes. Et pourtant, les femmes ont eu le courage d'étudier, de continuer leurs études, de partir à l'étranger. À l'époque, ce n'était pas évident que les femmes pouvaient voyager toutes seules, par exemple. Et puis, je pense, en Finlande, c'était juste à la fin du 19e siècle que les femmes ont eu quand même une indépendance d'utiliser l'argent, etc. C'était un petit peu plus tôt, mais quand même, c'était pas parce que les femmes étaient quand même sous le tutelage des hommes, soit leur père, soit leur frère, etc. 64. Oui, d'accord. Oui, justement, mais justement parce qu'elles ne venaient, c'est-à-dire c'est l'âge de 25 qu'elles étaient devenues indépendantes. Donc elles avaient étudié déjà avant leur 25e anniversaire. Donc c'était vraiment très très difficile, j'imagine. Mais quand je vois le parcours de toutes ces dames suédoises et finlandaises, il y a quand même beaucoup de similitudes. Mais ce qui me frappe un petit peu, c'est que les sculptrices, femmes sculpteurs finlandaises comme Sigrida Forselles et Hilda Flodin, elles ont travaillé avec Auguste Rodin, mais pas les sculpteurs femmes suédoises. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison ou parce qu'elles étaient quand même influencées par Rodin? Je crois que si on parle de Sigrida Forselles, elle faisait partie de la même groupe autour Camille Claudel qui ont demandé Alfred Boucher comme les enseigner. Et puis, comme ça était facile d'entrer l'atelier. Ils ont presque tous entré l'atelier de Rodin. Et puis, si on pense à Hilda Flodin, elle avait la chance d'avoir une sœur pianiste à Paris
qui était marié avec Julien Leclerc, qui était secrétaire de Rodin. Et même si Julien Leclerc était mort déjà en 1901, si je me souviens bien, Hilda a fait la connaissance de Rodin et elle a pu entrer l'atelier de Rodin plus tard, puisque je sais que les liens entre la famille Leclerc, la femme de Julien Leclerc et Rodin continuaient même après la mort de Julien. Oui, et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a discuté aussi beaucoup pendant l'exposition Rodin, et on a discuté aussi avec Vibeke Rostorp pour cette question en fait. Mais il faut dire aussi que les Suédois étaient nombreux et il y avait un réseau important et ils avaient besoin et ils ont pu profiter de ce réseau scandinave aussi. Et dans le cas d'Agnès de Frumery aussi, elle était mariée. Et elle avait sa propre vie et comme Vibeke a d'ailleurs montré Rodin, quand elle a demandé conseil de Rodin, Rodin a donné le conseil à Agnès de Frumery de garder son indépendance. Mais qu'est-ce que ça veut dire au propre? Parce que peut-être il a jugé déjà indépendante et pas besoin de son tutoriel. Oui. Oui, je reviens quand même un petit peu pour cette question de masculinité et fémininité, parce que en général, on pensait quand même que sculpture, c'était quelque chose de très, très masculin, et on a beaucoup besoin on a besoin de la force, etc., etc. Et puis aussi, je pense que l'opinion publique était un petit peu contre les femmes sculpteurs. Je ne sais pas, est-ce que ça, c'était le cas? Oui, c'était vraiment le cas. C'était en Finlande, mais c'était aussi à Copenhague. Je sais que Evelina Särkilä, qui est partie à Copenhague, elle a écrit dans ses lettres qu'elle se sent être vraiment bizarre comme une sculptrice à Copenhague. Et c'est bien sûr que puisque la vocation artistique de ces des jeunes filles était souvent considérée comme passe-temps, on se méfiait des sculptrices, puisque la sculpture était considérée comme métier, c'était considéré comme un métier trop sale et trop dur pour les femmes. Et je crois que les femmes sculpteurs devaient vraiment lutter contre ces préjugés quant à la capacité et les compétences dans ce métier très, très masculin. Mais on pensait aussi que les femmes qui voulaient aborder la sculpture étaient considérées comme que des amateurs riches qui voulaient nager à contre-courant de la féminité. Et je crois que vraiment, en face de toutes ces difficultés, elle devait être vraiment très courageuse à continuer ses études et aborder la sculpture. Oui, et on peut dire, par exemple, quand vous abordez la saleté, l'aspect physique de la sculpture qui était pas donc considérable pour les femmes, mais par exemple avec Carolina Benedict-Spruce, elle est aussi parmi les femmes considérée comme un peu, elle est avec ses cheveux courts et habillée pas de façon féminin, et même dans la colonie artistique scandinave, cela a été annoté et on l'a vu d'un peu bizarrement, oui. Oui, je pense aussi que parce que la sculpture, on fait des plâtres, bien entendu, mais aussi il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire des sculptures en bronze ou dans d'autres matériaux. Alors, je voudrais demander aussi quelle était la situation pour les femmes, pour les commandes, par exemple. Est-ce qu'il y avait des commandes qu'elles pouvaient vraiment
faire des sculptures publiques. J'imagine, toi, tu avais montré quelques sculptures publiques en Suède, mais est-ce que c'était le cas en général ou c'était très... quelle était la situation? Non, mais c'était vraiment, pour les grandes sculptures, il fallait vraiment, parce que ce qu'on a montré au salon, c'était les plâtres, hein, et on a espéré que ça va finir avec une commande en marbre ou en bronze. Très peu de ces œuvres ont été faites dans ce matériel. Par exemple, dans le cas de Carolina Benedix Pruss, on a vu les grandes sculptures, c'est en plâtre. Et c'est vrai que pour les grandes commandes officielles, on est dépendant aussi d'un financement et souvent avec l'aide aussi d'un réseau, si elle en avait, en Suède. Et peut-être tu peux développer ça. Oui, mais disons, au fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, il y avait encore très, très peu de concours pour des statues ou pour d'autres sculptures publiques en Finlande. Et il semble que aussi très peu de femmes y participaient dans ces concours qui n'étaient pas nombreux. Mais par exemple, Hilda Flodin, qui a participé sous pseudonyme, bien sûr, comme d'habitude, au concours pour cette statue en hommage du philosophe Snellman, elle a reçu un 3e prix. Mais après la révélation des noms des lauréats, son ébauche a été critiquée vraiment durement. Et puisque les monuments aux grands hommes, c'était encore le privilège des sculpteurs, pas des sculptrices. Mais si on pense à l'issue de la guerre civile en Finlande en 1918, les commandes de monuments suscitaient une conjoncture favorable pour la sculpture qui assurait la subsistance de nombreux artistes. Mais c'était les hommes. Comme partout en Europe, le retour à l'ordre a dicté les choix stylistiques de ces statues dédiées à la liberté, aux monuments et les monuments aux morts. Il y a vraiment peu de monuments publics des femmes. Si on pense aux cimetières, c'est un petit peu différent puisque les cimetières sont des espaces semi-publics et là on trouve aussi les œuvres des femmes sculpteurs. Par exemple, ici, c'est ange qui s'appelle la louange, c'est une sculpture sur la tombe du père de Sigrid à Forselles. Et puis aussi Gerda Kvist a fait beaucoup de plaquettes sur des monuments. Mais au début du XXe siècle, la sculpture architecturale et décorative faisait travailler un bon nombre d'artistes. Et par exemple, ici, on voit la façade de Pohjola. Hilda Flodin, pendant ces années à Paris, a travaillé dans l'exposition pour comment ça s'appelle, le projet de Finlande à l'exposition mondiale de 1900. Elle connaissait Eliel Saarinen et c'est peut-être par ça qu'elle a eu cette commande pour la façade de Pohjola, qui est d'ailleurs très intéressant, humoristique et vraiment des mascarons et des grotesques superbes. Et puis ici, les sculptures en façade de la station de Viipuri. Le frère de Eva Julden était architecte et Herman Geselius était bien sûr un ami proche de son frère. C'était souvent des commandes de la part de la famille ou des gens, des architectes qu'on connaissait.
Encore, je vais demander encore une question et puis après, je vais ouvrir la discussion pour le public. Mais parce que les femmes ont quand même, elles ont pu montrer leurs œuvres dans des expositions, dans des salons, par exemple dans le salon de Paris, et puis bien sûr dans leur propre pays. Alors, quelle était la réception? Comment est-ce que les critiques ont écrit sur les femmes sculpteurs? Oui, j'ai abordé ça un peu tout à l'heure, mais généralement, elles ont eu des succès assez souvent dans les salons en France, mais c'était plus difficile pour pouvoir faire entrer, par exemple, leurs œuvres dans les musées suédois. Et j'ai donné l'exemple d'Ida Matton avec sa sculpture en marbre. Qu'elle avait donc fait en marbre. Elle voulait le vendre au musée national de Stockholm, mais on a dit que c'était pas... Ah, ça fait rien. Que c'était pas comparable ou convenable aux collections du musée officiel. Ce qui est un peu étonnant quand on voit les sculptures contemporains par des sculpteurs masculins. On ne voit pas vraiment la différence maintenant. Oui. Oui, je crois que en général, l'attitude envers les œuvres des femmes était positive, mais on y trouvait rarement d'expression personnelle dans ces œuvres. Et les œuvres des femmes étaient vraiment jugées différemment de celles des hommes. Les critiques d'art vraiment influents étaient presque sans exception des hommes, et leurs critiques reposaient bien sûr souvent sur ces préjugés envers les femmes sculpteurs et leur art. Et en premier lieu, on avait tendance à penser que les petites œuvres décoratives étaient typiquement féminines. Mais je pourrais raconter quand même une bonne histoire, une toute petite histoire que les critiques d'art, les femmes critiques d'art osaient quand même parfois défendre et soutenir les siens, puisque en 1908, quand Sigrid af Forselles a exposé au 2e salon des femmes artistes en Finlande à Athénéum son opus magnum, cette œuvre monumentale de l'évolution de l'âme humaine, et tous les 5 parties. Oui, la critique était contradictoire, on peut dire. Selon un critique d'art très estimé, l'architecte Sigurd Frosterus, l'œuvre monumentale aurait été vraiment quelque chose qu'il n'aimait pas. Et il pensait que Sigrid af Forselles avait risqué d'aborder cette œuvre monumentale qui aurait demandé d'acquérir de l'expérience de la vie et dont la taille aurait exigé d'atteindre de la virtuosité et de la perfection dans des projets beaucoup plus modestes. Et dans son critique, Frosterus décrit l'art des femmes en général comme Kleinkunst, sans ambition et pour la plupart du dilettantisme. Comme contrepoids, les journaux ont publié aussi des articles de presse en faveur de la sculptrice, écrits par des femmes artistes et des femmes journalistes qui étaient vraiment en colère pour ce critique dénigrant. Et Frosterus a dû écrire une critique beaucoup plus conciliante et compréhensive. On peut estimer que les femmes ont gagné ce dispute. Oui, et aussi, comme j'ai mentionné aussi l'exemple de Sigrid Friedman dans son Centaure, qui c'est exactement ça, que dans la petite statuaire,
la critique générale est très bonne, mais pour les monuments, le monument est par définition masculin en quelque sorte. Donc ici, la critique est vraiment littéralement qu'il manque une main masculine pour faire un tel monument. C'est incroyable quand on voit ces œuvres-là. Mais maintenant, s'il y a des questions dans le public? Vous avez dit qu'il n'y avait pas d'expression personnelle dans les sculptures de ces femmes. Et j'aimerais bien savoir pourquoi, étant donné que, par exemple, elles ont été beaucoup inspirées par Rodin et par extension par Camille Claudel, entre autres, qui, elle, oui, elle a montré ce sentiment d'abandon, par exemple, amoureux et tout ça. Et pourquoi ce n'était pas le cas de ces femmes qui restaient plus, je ne sais pas, il y avait moins de sentiments personnels, peut-être, je ne sais pas. Je crois que puisque les femmes faisaient beaucoup de bustes et beaucoup de petites statuettes, bien sûr, beaucoup d'entre eux n'avaient pas d'un atelier assez grand pour faire des œuvres majeures. On considérait les œuvres comme des pastiches et on les prenait comme décoratifs et tout ça. Mais je crois que c'était à cause de ces préjugés qu'on avait tendance de les prendre comme sans personnalité ou une touche personnelle. Oui, et je pense que vraiment c'était des préjugés aussi, parce que justement, si on regarde certaines des œuvres, c'est vrai que c'était des portraits peut-être pour gagner sa vie, mais pour les œuvres, par exemple, d'Agnès de Frumerie, qui sont très proches, c'est vraiment à propos de sentiments, son relief là. Donc, c'est pas valable, c'est des préjugés aussi, mais valable pour certains des sculpteurs, parce que d'ailleurs, c'est une des forces de ces femmes, je pense. Elles sont très street smart. Elles savent aussi comment trouver un public, un marché. Elles peut-être sait aussi s'adapter un peu à ça. D'autres questions? Oui, merci beaucoup pour cette communication. Moi, je travaille sur les sculptrices britanniques qui viennent en France exactement à ce moment-là. Et en fait, je vois exactement des dénominateurs communs, des choses absolument similaires. Et moi, j'avais une question pour l'espace nordique. Vous avez parlé alors, de Paris, certes, mais aussi de Copenhague, de Rome. Notamment Rome, je suis assez... pas choquée, mais en tout cas étonnée de voir qu'elles vont aussi à Rome, notamment elles travaillent aussi dans cet esprit du néo-florentin, quelque chose comme ça, et j'aurais voulu savoir si ça faisait vraiment partie de leur itinéraire, un peu comme en France où en gros on a le prix de Rome et on va à Rome, ou si c'était des goûts plus personnels. Enfin, je sais pas si c'est hyper clair. Rome était à la mode jusqu'aux années 1870. Et puis c'était Paris. Et par exemple, Sigrid af Forselles est partie dans les années 1880, exactement 87, à Florence. Et elle ne voulait pas à Rome. Elle voulait à Florence. Et elle avait... étudier le Renaissance florentin et l'art du XVe siècle, de Quattrocento, et elle avait une tendance symboliste qu'elle trouvait à Florence. Et comme elle était aussi théosophe, je crois que elle essayait de trouver cette atmosphère un petit peu spirituelle
qu'on cherchait aussi les symbolistes des années 1890. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question concernant la médaille, puisque là aussi, question orientée, je travaille sur la médaille dans cette même période-là. Et alors, on a vu pour le cas finlandais, on avait donc Gerda Kist qui avait énormément produit. Je voulais savoir pour le cas suédois, si de la même manière, il existait des médailleuses femmes, enfin, des médailleurs qui ont pu produire, enfin, des sculpteurs qui ont pu produire donc, de la médaille, et si Gerda Kist a été la seule, finalement, en Finlande à produire ce type d'objet. Oui, oui, mais je ne pourrais pas donner d'exemple là, mais il y a la première femme, en fait, qui était la première femme qui était à l'académie, c'était une médailleuse. Elle était d'ailleurs responsable de médaille officielle en Suède, mais son nom m'échappe en ce moment. Ja, men Lea Ahlborn. Merci Magnus que vous êtes là. Heureusement, un lapsus. Merci. Je peux vous donner le nom écrit après. Et toi, tu veux répondre quelque chose? Non. Encore d'autres questions? Sinon, alors on se termine. Et merci beaucoup à nos interlocuteurs.